la prochaine présentation va parler justement des besoins en géomatique et en cartographie dans les opérations au moment de l'événement en tant que tel. Cette présentation est faite par M. Patrice Gagné et comme co-auteur, M. Raphaël Lambert et M. Jonathan Paquet, qui sont de la MRC du Granit, ainsi que M. Jean-François Brisson de la Ville de Lac-Mégantic. Alors, M. Gagné est géographe en aménagement et il a été inspecteur municipal durant 2 années avant d'occuper le poste de responsable de l'aménagement pour la MRC du Granit, poste qu'il occupe depuis plus de 6 ans. M. Lambert, tant que lui, est géographe et a travaillé en géomatique pour des firmes privées et en géomatique pour la ville de Victoriaville. Et il travaille depuis 6 ans en géomatique pour la MRC du Granit à Lac-Mégantic, où il est responsable de l'informatique. M. Paquette est géomaticien en environnement et il travaille depuis 3 ans à la MRC du Granit en tant qu'adjoint à l'aménagement et à la géomatique. Et M. Brisson est urbaniste. Il a travaillé 3 ans pour une firme d'urbanisme et de géomatique. Et depuis 7 ans, il est directeur du service d'urbanisme et de géomatique à la ville de Lac-Mégantic. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Dans le fond, je vais vous expliquer vraiment les 72 premières heures de la catastrophe. En fait, juste pour faire une histoire courte, c'est que j'ai déserté la ville après 4 jours. En fait, j'avais un voyage de prévu que j'avais dû annuler 2 ans auparavant suite au décès de ma conjointe. Donc, c'est important pour moi que je puisse un peu boucler la boucle. Et au niveau personnel, il fallait que j'y aille. Puis je savais aussi que j'avais des collègues, dans le fond, à la MRC, qu'eux autres qui avaient complètement été tout rasés, donc des collègues compétents qui pouvaient me remplacer. Puis dès mon retour, 2 semaines plus tard, je savais qu'au niveau urbanistique, parce que mon principal poste, c'est vraiment urbaniste, j'aurais une tâche colossale à faire. Donc, je vais vous résumer vraiment les 72 premières heures. Par la suite, mes collègues vont vous résumer les 2 semaines qui ont suivi. Vraiment, au niveau des besoins de la géomatique, au niveau de la catastrophe. Donc, premier élément, dans le fond, vers 5-6 heures le matin, l'hôtel de ville, dans le fond, qui était, bon, il n'y avait plus de courant. Les services d'entretien des bâtiments, dont Dominique fait partie, sont venus brancher l'hôtel de ville avec une génératrice pour nous donner accès à nos serveurs de base de données de géomatique. Donc, l'idée, en arrière de tout ça, c'était de produire rapidement des plans. C'était simplement des plans, là, je vais vous montrer l'exemple, c'est simplement des photos aériennes. Il y avait des centaines de pompiers qui venaient d'un peu partout, du Québec, même des États-Unis. L'idée, c'était des coordonnées. Donc, les différents chefs intervenants, soit pompiers ou SQ, avaient besoin vraiment de plans de la ville. Donc, l'idée, c'était de produire des plans, des grands plans 36-48 là, pour qu'ils puissent simplement localiser, par exemple, les camions autopompes ou essayer de comprendre un peu le territoire. L'autre élément qui est arrivé, bon, le plan de mesures d'urgence a été mis en place dès le matin. Donc, Dominique nous parlait un peu. Là, il y a eu 2000 résidents là, qui ont dû être évacués pour des raisons, soit qu'il y avait des risques d'explosion ou aussi là, la présence d'HAP dans l'air. C'est des contaminants là, vraiment nocifs pour la santé humaine. Donc, la sécurité publique a établi des périmètres de sécurité. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a, je dirais, on a rafistolé un peu là, ces périmètres-là pour rendre une précision, puis aussi connaître le nombre de résidents, savoir qui reste là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'avec nos matrices graphiques puis les listes électorales, on a pu avoir le nom précis puis les adresses de toutes les résidences puis les gens qui sont touchés à être évacués. Ça a été des données quand même assez utiles aussi au niveau du centre d'hébergement. Le centre d'hébergement, lui, pouvait avoir une idée aussi du nombre de personnes qui étaient pour y aller, dans le fond, qui était situé à la Polyvalente, au nord là, du secteur complètement. Dès le matin, la SQ a fait des tours d'hélicoptère. Donc, des photos ont été prises. Ces photos-là nous ont été rendues. Donc, avec ces photographies-là, on voit l'ampleur du dégât. Donc, ces photos-là nous ont permis, dans le fond, de voir vraiment les bâtiments qui ont été touchés, les bâtiments qui ont été complètement détruits. Donc, ça nous a permis, avec toutes les données qu'on avait, donc d'avoir les adresses, les noms de personnes avec les listes électorales qui restaient dans ces résidences-là. Donc, c'était des données extrêmement importantes là, pour les services d'enquête là, qui ont commencé leur enquête assez rapidement.
Donc, si on s'en va au niveau des services d'enquête, un point important, chaque terrain constitue une scène de crime. Donc, il fallait, dans le fond, eux faisaient leur enquête en fonction de chaque terrain. La problématique c'est que on est au centre-ville, les bâtiments sont limitrophes, puis la chaleur extrême a complètement tout détruit. Donc, on n'était pas capable d'identifier chaque terrain. C'était impossible. Il y avait trop de débris, puis tout avait brûlé. Donc, la façon qu'on a fait, c'est on a incorporé, dans le fond, nos matrices graphiques dans un GPS. Puis, dans le fond, on est allé sur le terrain, puis on le voit ici, là, le petit piquet orange. On a mis des petits piquets avec les adresses et tout pour chaque entité, pour déterminer où était situé chacun des bâtiments, dont le principal qui cherchait vraiment, c'était au niveau Musicafé, il voulait vraiment les limites, là, parce qu'on sait que c'est là qu'il y a eu le plus de décès. Donc, à l'intérieur, dans le fond, bon, on sortait le terrain, puis aussi, on avait une base de données, là, on avait les photos de bâtiments, on avait quand même plusieurs photos de bâtiments, puis tiré du rôle d'évaluation, les croquis aussi des bâtiments, de l'implantation. Donc, ça donnait vraiment une bonne idée, là. C'était des données cruciales là, pour les services d'enquête là, qui ont travaillé beaucoup avec ces données-là qui étaient toutes disponibles là, dans nos services de géométrie. L'autre élément bien important, là, rapidement, qui est venu en ligne de compte, c'est la gestion environnementale. Comme Dominique a dit, oui, il y a plus de 6 millions de litres de pétrole brut qui a été déversé, soit dans l'air, bon, parce qu'il a brûlé, dans le centre-ville, par les conduites un peu partout, dans le lac, puis dans la rivière Chaudière. Donc, on s'est retrouvés rapidement, immédiatement après que le feu soit en grande partie éteint, là, une panoplie de camions autopompes là, qui venaient un peu partout, puis il fallait qu'ils pompent le pétrole, mais il fallait savoir il était où. Donc, avec tous nos plans, bon, les plans des réseaux souterrains étaient vraiment cruciaux pour savoir c'est quoi les chemins préférentiels qu'ont pris le pétrole. Puis aussi l'historique du terrain, parce que là, on se retrouve avec... c'est un peu particulier. Dans le fond, le centre-ville était situé à côté d'une espèce d'immense cour de triage. Donc, on avait de la contamination aussi historique, puis aussi là, les anciennes voies ferrées et tout, là, ça pouvait créer des chemins préférentiels pour le pétrole. Donc, toutes ces données-là ont été excessivement utiles pour la firme environnementale, la firme Golder, qui est venue vraiment, eux, ils sont venus faire les sondages puis ont fait le rapport environnemental. Donc, toutes les données qu'on avait sur nos réseaux, toutes les données topographiques, les données les topographiques réseau puis historiques étaient vraiment cruciales. Puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est chaque jour produisaient un plan, des nouveaux forages et de la migration de pétrole. Donc, toutes des données là, au niveau, toutes géoréférencées qui pouvaient être partagées d'un service à l'autre. Donc, à chaque journée, on avait des nouvelles données. Puis on suivait un peu là, la migration de tout ça. Puis de comprendre aussi, là, on a comme réalisé aussi qu'il y avait beaucoup de bâtiments qui avaient été contaminés par entour et tout, en dessous des dalles. Donc, toutes ces données-là, qui sont toutes géoréférencées, nous sont encore très, très utiles. Là. On va le voir plus tard dans une autre présentation au niveau de la reconstruction, là, qu'on utilise là, constamment ces données-là. Donc, en résumé, la seule affaire que je peux vous dire dans les 72 premières heures, qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est vraiment d'avoir la donnée puis les avoir structurées parce que on n'a pas vraiment le temps de chercher ou de commencer à changer des projections ou peu importe. Il faut posséder la donnée. C'est une rapidité extrême des opérations. Quand on nous demande quelque chose, les services d'urgence nous demandaient quelque chose, c'était dans les minutes qui suivent. On n'avait pas une demi-heure ou une heure pour faire un plan. Il fallait qu'il soit fait en 3 minutes. Donc, c'est doublement important qu'il soit bien structuré. Puis en plus, d'autant plus que j'ai quitté après ces 4 jours-là. Donc, quand que mon collègue Raphaël est venu me remplacer, il fallait qu'il se retrouve dans un environnement qui pouvait travailler parce que sans quoi, il aurait perdu son temps. Donc, dans le fond, c'est encore plus important parce qu'il faut permettre une certaine forme de substitution. Puis, dans le fond, je pense qu'ils ont quand même réussi à faire le travail. Donc, d'après moi, nos données qu'on avait à la ville étaient quand même assez bien structurées pour qu'ils puissent aller de l'avant. Donc, je vais laisser la parole à mon substitut.
Donc bonjour, comme le disait Jeff, on est rentré en relève. Moi, je suis rentré en relève le 8 juillet là, en fin de journée. C'est là que j'étais allé chercher mon accréditation. Donc je vais faire un peu là, le plan de la présentation qu'on va faire. Je vais vous faire une introduction. Après ça, Jonathan va venir vous présenter tous les intervenants là, qui nous ont demandé des plans, demandé des cartes, demandé des données là, au cours des 2-3 semaines qu'on a été à la ville. Par la suite, Patrice va nous entretenir un peu des problématiques rencontrées dans une telle situation, dans une gestion de crise comme celle-là. Puis finalement, moi, je vais revenir un peu là, avec un résumé sur l'importance de la géomatique dans une gestion d'une crise comme celle-là. Donc ici, on voulait vous présenter un peu là, c'était, où étaient situés nos bureaux de la MRC. Là, le Musicafé était situé juste ici, là, pour vous donner une idée, là. Donc, nous, le samedi matin, on se réveille, puis on a perdu complètement nos bureaux. On a perdu notre job. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus important, mais ça fesse quand même un peu. Donc, notre contexte d'arrivée, les employés de la MRC sont mis à la disposition de la ville de Lac-Mégantic des services d'urgence. Donc, comme on n'a plus de bureau, on est prêté à Croix-Rouge. Il y a du monde qui s'en va un peu partout. On arrive dans un environnement de travail totalement différent. C'est sûr que, oui, les données Jean-François étaient bien structurées, une chance, parce que on arrive quand même dans un contexte. On n'est pas dans nos ordinateurs, on n'est pas dans nos bureaux, on n'est pas dans... on n'a pas les mêmes imprimantes, c'est pas les mêmes façons de fonctionner. Donc, c'est sûr que ça devient beaucoup d'adaptation. On travaille sur une génératrice encore. Il fait extrêmement chaud dans les bureaux parce que l'air climatisé ne fonctionne pas. Puis, on doit avoir une connexion 56K Internet. Ça devait ressembler à peu près à ça, les premières semaines, là. La première semaine. Puis, il y a aussi le travail sous pression. Toutes les demandes sont urgentes. Le niveau de stress est très élevé de tous les intervenants. Puis, il y a une impossibilité d'établir les priorités. Tout le monde, sa carte est plus prioritaire. Tout le monde, son plan est plus prioritaire. Donc, ça devient difficile de gérer toutes les demandes qu'on a. Il y a de nombreux intervenants aussi sur le terrain. La SQ sont là, le ministère de la Sécurité publique, la Croix-Rouge, les services d'incendie des différentes municipalités, de la ville de la Lac-Mégantic aussi. Ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Puis le BST aussi sont là pour des demandes. Puis plusieurs compagnies privées qui sont arrivées d'environnement, compagnies de pompage. C'est toutes énormément d'intervenants venaient nous voir, venaient nous solliciter. Fait que je cède la parole à Jonathan qui va vous expliquer un peu les différents intervenants puis leurs demandes et leurs besoins. Merci, Raphaël. Donc, au niveau des intervenants, pour la Sûreté du Québec, eux, principalement, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était des plans de la zone sinistrée puis évacuée. Il faut comprendre que dans une situation comme celle-là, il y a beaucoup de curieux. Le monde, même si c'est évacué, ils veulent aller voir sur place. Ils veulent aller voir comment que ça se passe. Donc, en leur produisant des cartes de la zone sinistrée, eux autres, ça leur permet de mieux cerner le territoire, mieux gérer les accès, qu'on va mettre des portes à tel endroit, on va mettre des clôtures. Ils ont également fait des demandes au niveau de la localisation des croquis des bâtiments détruits. Partie un peu moins plaisante, qu'on les a également aidés pour la recherche des victimes potentielles. On a produit les listes pour les propriétaires et les résidents, puis les plans de sécurité pour la visite des premiers ministres. Donc, sur cette diapositive-ci, on voit quelques plans de sécurité qui ont été produits. Le premier débute le 10 juillet, on ne voit pas très bien la date, puis ça termine le 15 juillet. Donc, on voit sur une période de 5 journées combien de plans différents qu'on a produits. Je ne les ai pas toutes mis, c'est juste pour donner un aperçu. On peut voir qu'au niveau de l'habillage, il n'y en a pas. On produit ça vite en 2 minutes, puis on leur donne ça. Il y a beaucoup de changements. Des fois, on produit une carte à midi, à 1h15, elle est plus bonne. Il y a un nouveau intervenant de la SQ qui est venu, puis il a dit « Moi, je veux ça, enlève ça, rajoute ça. » Donc, au début, on commence, on inscrit la date sur les plans, mais on se rend compte rapidement que ce n'est pas assez précis parce qu'il y a trop de changements. Il faut inscrire l'heure. Puis, encore une fois, on se rend compte que ça prend plus d'informations. Fait qu'on a commencé à inscrire le nom de la personne qui faisait la demande. Fait que comme ça, quand on avait un appel disant « Moi, j'ai telle carte de telle date », OK, oui, mais c'est quelle personne qui a demandé la carte? Fait qu'avec toutes ces informations-là, on pouvait
Mieux retracer, c'est qui a fait la demande, puis faire un meilleur suivi pour les changements. Comme l'expliquait un peu Jean-François tantôt, les pompiers puis les autres qui recherchent les victimes sont sur le terrain, sont devant rien. Puis avec une carte comme celle-là, ils peuvent un peu identifier les bâtiments qui sont détruits avec les adresses. Ensuite, moi, je reçois des appels. Puis il y a quelqu'un qui me dit, bon, là, présentement, je suis à telle adresse sur telle rue, qu'est-ce que j'ai en avant de moi? Fait que moi, je peux lui dire, est-ce que c'est un commerce? Est-ce que c'est un bâtiment qui est résidentiel? Est-ce que c'est un bâtiment à logement? Si oui, combien de logements qu'il y a en avant de lui? Fait qu'avec ces informations-là, lui, il peut s'attendre à avoir un certain nombre de victimes potentielles qu'il peut retrouver dans les débris. On a également travaillé avec le ministère de la Sécurité publique. Eux, ce n'était pas nécessairement des cartes qui voulaient le plus, c'était surtout des listes, soit des listes de résidents, listes de propriétaires, des personnes évacuées en fonction des périmètres. Ils voulaient également les plans de sécurité que la Sûreté du Québec nous demandait de faire. La Sécurité publique ne faisait pas de changement au niveau des plans, des limites, mais ils voulaient les plans que la Sûreté nous demandait de produire. Donc, encore une fois, quand on distribuait les plans à la Sécurité publique, on donnait un plan, mais 1 heure ou 2 après, ce plan-là n'était plus bon. Puis faire le suivi avec la distribution des plans, c'était quand même assez conflictuel. Là. On donnait des plans, puis on nous revenait 2 heures. Ouais, mais tu nous as donné ce plan-là, je sais, mais on a eu un changement entre-temps, puis il faut prendre la nouvelle version. On a également produit les listes pour l'aide financière. Il y avait 1 000 $ qui était distribué à toutes les personnes qui étaient évacuées durant les événements. Mais en gestion de crise comme ça, au début, c'était extrêmement dur de savoir qui avait été évacué. La limite est où exactement? Je dirais que la limite a changé des dizaines de fois. Donc, il faut avoir des méthodes de travail qui nous permettent de s'ajuster rapidement, pas faire quelque chose dans le béton, puis quand on a un changement, recommencer depuis le début. Il faut avoir des méthodes qui puissent évoluer. Ça peut paraître anodin, mais si la limite n'est pas exacte, ben, des fois, c'est peut-être des 20 000 ou 50 000 $ qui vont être distribués en trop. C'est quand même de l'argent public, puis il ne faut pas la donner à n'importe qui. Au niveau de la Croix-Rouge, eux, qu'est-ce qu'ils demandaient? C'était des cartes de relocalisation. Faut se mettre dans la tête que les commerces qui sont dans la zone sinistrée, qui ont tout perdu, il y en a beaucoup qui veulent se relancer le plus rapidement possible pour limiter les pertes financières. Donc, nous, on localise les terrains vacants, on localise les locaux vacants, puis avec ça, eux autres, ils sauvent du temps pour la recherche d'un nouveau bâtiment ou d'un nouveau terrain pour se reconstruire. Mais même si on est en gestion de crise, c'est important de respecter la réglementation en vigueur pour pas qu'il y ait de mauvaises cohabitations par la suite avec les commerces. Donc, c'est de faire appliquer la réglementation en vigueur. Puis c'est malheureux, mais même dans des événements comme ceux-là, on sait qu'il y a toujours des opportunistes qui veulent tirer avantage. Donc, par exemple, au niveau de la relocalisation des sinistrés, les inspecteurs de la MRC sont allés visiter plusieurs logements pour s'assurer que la description qui était faite dans le journal correspondait vraiment avec ce qu'il y avait sur le terrain. Parce que oui, c'est arrivé des fois que les deux ne correspondaient pas ou que les logements étaient insalubres. Puis on a également uniformisé les bases de données, parce qu'encore une fois, les données proviennent de 3-4 sources différentes. Et quand on veut produire des cartes comme celle-ci, qui sont affichées à plusieurs endroits dans la ville, on veut quand même offrir un niveau de service qui est professionnel. On ne veut pas mettre de l'information qui est fausse, on ne veut pas mettre de l'information qui est bourrée de fautes. Donc, même si on est en gestion de crise, il faut produire des documents de qualité pour rester professionnel malgré tout. On a également produit des cartes pour les logements disponibles. Comme vous pouvez voir sur cette carte-ci, il y a une restriction seulement pour les résidents du secteur Fatima. Pourquoi on mettait des restrictions comme celle-là? C'est parce que durant la crise, il y a eu beaucoup de bénévoles qui sont venus de l'extérieur et eux autres aussi voulaient se loger. Donc, si on avait ouvert ces logements-là à tout le monde, ben, les sinistrés, il y aurait peut-être eu moins de chances de se relocaliser. En donnant la priorité aux sinistrés, ben, on s'assurait qu'il y avait une meilleure chance de se relocaliser le plus rapidement possible. Au niveau des services d'incendie, Dominique en a parlé un peu ce matin. Qu'est-ce qu'il y avait de besoin? C'était les photos aériennes, le plan de la ville, le plan de la zone de travail, les plans de réseau aqueduc, puis la géolocalisation des infrastructures. Donc, avec une carte comme celle-ci, on peut voir que le périmètre rouge est divisé en 4 zones de travail.
eux, ça leur permet de mieux se coordonner sur le terrain, puis de mieux agir, de cibler leurs interventions. Au niveau des services environnementaux, qu'est-ce qui leur demande, eux autres, c'était principalement réseau d'aqueduc, égout pluvial, les plans topographiques. Ça leur permettait de voir la direction de l'écoulement, ça leur permettait de prioriser leurs actions pour les secteurs ou de cibler les endroits où c'est qu'elle allait intervenir en premier, puis également de suivre l'impact du panache de fumée. On a également eu un transfert de données avec ces organismes-là. Donc, une carte, ça qui a été produit pour le réseau d'aqueduc et d'égout. Encore une fois, c'est quelque chose qui est produit très, très rapidement. On met la donnée, on imprime, puis c'est terminé. On a également travaillé avec le BST et les services de voirie de Lac-Mégantic. Déjà, durant les jours qui suivaient la catastrophe, il y avait déjà des études qui étaient réalisées pour faire l'étude pour un nouveau tracé de chemin de fer, voir les endroits aussi qui pourraient passer. Donc, déjà quelques jours après, c'était à l'étude. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Patrice. Donc, merci, Jonathan. Si vous me permettez, j'aimerais un peu aller en dehors de mon cadre pour conter une petite anecdote sur Dominique. Je crois que c'était le vendredi ou le jeudi. Il arrive dans mon bureau, il me dit « Ah, j'aimerais que tu me produises une carte telle, telle. » Je dis « Combien de temps ça va prendre? » J'ai dit « Bof, c'est une demi-heure. » Il dit « Prends ton temps. » Puis là, il dormi sur ma chaise. Donc, on a quand même eu beaucoup de problématiques au niveau du temps où on était là. Premièrement, on dit un peu de façon humoristique, mais trop de chefs, pas assez d'Indiens. Je vais donner un exemple très clair. Au début, chaque sergent de la SQ était le sergent en charge. Donc, chaque fois qu'il y en a un qui arrivait, c'est moi qui décide, c'est comme ça. 10 minutes après, un autre qui arrivait, sinon c'est moi qui décide, c'est comme ça. Donc, ça faisait qu'on avait beaucoup de versions de travail au niveau des plans. Et c'était un peu nous qui mangions, excusez l'expression, le trouble, parce qu'on avait modifié la carte pour un sergent qui était venu 10 minutes avant. Donc, Raphaël, ici, a une très bonne idée de commencer à inscrire les noms. On mettait le nom du sergent, exemple, sergent à côté. Donc, quand l'autre sergent arrivait, il disait « Pourquoi tu as fait ça? » Bien, c'est le sergent à côté qui nous a demandé. Donc là, tout à coup, quand le nom était sur la carte, c'était un petit peu moins... il y en avait un peu moins qui dirigeait. Donc, ça nous a permis... C'est un peu drôle, mais ça nous a permis de concentrer maintenant les demandes. On avait finalement 2 ou 3 personnes qui, à la longue, venaient demander des cartes. Donc, on avait beaucoup plus de facilité. Par la suite, délai de traitement de la tâche inconnue des intervenants. Beaucoup de personnes qui ne travaillaient pas en géomatique ne connaissent pas le délai ou l'impact qu'un petit changement peut avoir. C'est exemple, quelqu'un nous demandait de modifier, de sortir une maison de la zone, mais ce n'est pas juste en cliquant sur un bouton et tout est fait, puis la carte sort 2 étages plus bas. Il y avait vraiment c'est long de traiter la donnée, des fois il faut la créer, il faut la modifier, il faut en mettre de la nouvelle, il faut en rajouter, en enlever. Et donc, beaucoup d'intervenants ne comprenaient pas ça. Pour eux autres, c'était « Mais non, il fallait, ça prend 3 minutes. » Et donc, ça, on avait beaucoup de difficultés. Et l'impression. On avait un délai d'impression qui souvent frôlait la demi-heure. Tu peux sur print, puis avant que la carte sorte, c'était une demi-heure. Et on avait beaucoup de difficultés avec les intervenants qui nous arrivaient à des conférences d'après à 3 heures. Ils étaient là à 3h05, puis ils voulaient la carte pour 3 heures. Donc, on avait des fois de la difficulté à leur faire comprendre qu'en hors de notre contrôle, on ne peut pas imprimer dans les délais demandés. Environnement de travail inconnu. En effet, les données à Jonathan étaient bien à Jeff étaient bien classées, mais nous, on arrivait là à l'aveugle. C'était pas notre architecture de serveur, c'était pas notre architecture au niveau des données et tout. Donc, on se cherchait pareil tout le temps un petit peu. On se disait, bon, comment ils appelaient ça déjà? C'est où? C'est où? Donc, on était vraiment à l'aveugle carrément. On avait beaucoup de difficultés à s'adapter. Pardon. On a aussi un problématique au niveau du partage des données. Comme par exemple, il y avait beaucoup de données au niveau des photographes aériennes qui étaient prises de façon assez récente et on avait de la difficulté à les avoir. Chaque personne un peu protégeait sa donnée. Ah, c'est une carte qu'on a produit, information sensible. Donc, nous, on se disait, on est en urgence, on peut-tu tasser les droits d'auteur et nous le donner? On s'arrangeait avec les problèmes plus tard. Donc, il y a beaucoup de petites affaires qu'on aimerait ça avoir. Puis pour les pompiers, ça serait plus facile pour eux d'avoir cette donnée-là, mais qu'on n'était pas capable d'avoir parce que c'est la protection d'information et tout. Donc, ça a causé quand même beaucoup de problèmes et de retard en ce qui nous concerne. Les intervenants, surtout intervenants locaux, étaient sous pression et soumis à un grand stress émotionnel. Écoutez, on connaissait tous des gens qui étaient portés disparus, fait qu'on essayait
de sortir de la tête. Tu avais toujours une petite voix en arrière qui te disait « Ah ouais, lui, es-tu là, es-tu là? » Donc, on avait toujours un petit côté émotif. Puis quand les pompiers arrivaient, c'était tous des pompiers qu'on connaissait. Puis on se parlait peut-être des nouvelles d'un tel, un tel. Donc, on avait quand même un stress émotionnel intense qu'on a vécu dans les premiers temps, du moins avant qu'on soit un peu plus certain des personnes qu'on connaissait. Manque de relève pour les intendants locaux. Au niveau des intendants locaux, comme les gens de la ville, nous à la MRC, les pompiers, on n'avait pas de relève. On était là, on est arrivé là le lundi, mardi, mercredi, et 2-3 semaines après, on était encore là. Et il y avait beaucoup d'intervenants qui venaient de ministères ou de compagnies qui étaient relevés aux 3 jours. Donc, nous, on était là 3 jours avant, puis on était là 3 jours après, puis on était là la semaine d'après, et eux ne comprenaient pas qu'on pouvait être fatigué, stressé et très impatient. Donc, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi que nous, on était comme ça. Mais c'est pas si pire que ça. Ouais, mais toi, tu es là depuis 2 jours. Moi, ça fait 2 semaines. Donc, surtout que nous, au niveau de la MRC, on était à la ville à travailler, mais on pensait après ça, bon, notre bureau à nous, il a été détruit. On a perdu toutes nos informations. Donc, en plus de la tâche à la ville, on pensait à la tâche qu'on avait après reconstruire nos bureaux. Je vais en parler plus tard là, de la prochaine présentation, mais on avait quand même toute cette pression-là qui faisait que des fois, qui n'était pas compris par les personnes qui venaient d'arriver sur le terrain. Et on avait beaucoup de données qui provenaient de plusieurs intervenants. Comme par exemple, Jonathan a nommé la liste des logements. On avait une liste qui provenait de bénévoles, de la Polyvalente, de l'Aqua-Rouge et du MSP. Donc, mais chaque personne écrivait ses données d'une certaine façon, écrivait les informations d'une certaine façon. Il y avait des fautes. Donc, on a passé beaucoup de temps à harmoniser les données, à corriger les fautes, parce que ces cartes-là étaient distribuées dans les endroits publics comme la Caisse populaire, comme la Polyvalente, le Walmart. Donc, on distribuait les cartes-là pour que les gens se trouvent des logements pour pouvoir relocaliser. Donc, on s'est dit, tant qu'à mettre un produit en place, on s'assurait qu'il soit clean, dans le fond, pas de fautes, harmonisé. Donc, on a quand même passé une couple d'heures à corriger les fautes et à harmoniser les données pour pouvoir produire un produit de qualité que les gens puissent travailler avec. Donc, maintenant, je passe la parole à Raphaël pour la fin. Merci. Donc, pour terminer, je voulais juste là, parler de l'importance de la géomatique dans une gestion de la crise, une gestion de crise comme celle-là. Donc, la géomatique permet une connaissance du terrain rapide. On comprend que beaucoup d'intervenants viennent de l'extérieur, beaucoup d'intervenants, on ne connaisse pas lac mégantic. Donc, le produire des plans permettait d'avoir une connaissance du terrain assez rapidement. La géomatique, par les plans, ça facilite le partage de l'information. Une liste, c'est tout le temps moins clair. En tout cas, c'est sûr qu'on prêche notre paroisse, là, mais nous, on trouve une carte, ça parle beaucoup plus. C'est facile de vulgariser l'information aussi sur un plan. On peut se distribuer le plan, puis on n'a pas besoin d'expliquer. Ça facilite beaucoup les opérations sur le terrain, puis ça facilite la prise de décision. Puis peut-être un petit mot aussi en terminant sur... on s'en va beaucoup vers le sans-papier, vers les tablettes, vers l'informatique. Mais dans une crise comme celle-là, on s'est rendu compte que l'importance d'avoir une imprimante, puis de sortir du papier, puis être capable de le sortir, on n'est pas encore rendu à dire chaque pompier va avoir sa tablette ou chaque policier sur le coin de la rue va avoir son plan. Il fallait que chaque policier posté ait son plan. Donc, le papier est encore essentiel, je pense, dans une gestion de crise comme ça. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas.